Le 18 juillet 1987, Julien Fontaine, 14 ans, participe à un jeu nocturne durant un camp scout dans les montagnes des Vosges, près de Gérardmer. À 22h30, les responsables lancent une activité de piste dans la forêt dense qui entoure le campement. Les adolescents partent par groupe de 3, munis de lampes torches et de boussoles, avec pour mission de retrouver des balises dissimulées entre les sapins. Julien fait équipe avec son meilleur ami Arnaud Belmont et un autre garçon prénommé Fabien. La nuit est claire, la température agréable pour la saison, autour de 15 degrés. Les étoiles brillent intensément au-dessus de la canopée des arbres. À 23h15, Arnaud et Fabien réalisent que Julien ne les suit plus. Ils l'appellent, scrutent les environs avec leurs lampes, mais ne reçoivent aucune réponse. Inquiets, ils retournent au campement pour alerter les responsables. Une recherche immédiate est organisée. Les scouts fouillent la forêt jusqu'à l'aube, rejoints rapidement par les gendarmes de la brigade locale. Pendant des semaines, des centaines de volontaires peignent chaque mètre carré de ces montagnes. Rien. Julien Fontaine s'est volatilisé sans laisser la moindre trace. 22 ans plus tard, en juin 2009, des ouvriers travaillant à l'élargissement d'un sentier touristique découvrent un foulard scout enterré sous 30 cm de terre près d'une cabane de chasse abandonnée située à 8 km du camp d'origine. Le tissu porte encore les initiales brodées, JF. Comment ce foulard s'est-il retrouvé là? Qu'est-il arrivé à Julien cette nuit-là dans la forêt? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Gérardmer, commune située dans le département des Vosges, en région Grand Est, compte environ 9000 habitants à la fin des années 80. Nichée à 669 mètres d'altitude, la ville est célèbre pour son lac, le plus grand lac naturel des Vosges, qui s'étend sur 116 hectares. Les montagnes environnantes, couvertes de forêts de sapins et d'épicéas, attirent touristes et amateurs de nature tout au long de l'année. L'économie locale repose principalement sur le tourisme, l'industrie textile traditionnelle et l'exploitation forestière. En été, les sentiers de randonnée attirent des milliers de visiteurs. En hiver, les stations de ski comme la Moselaine transforment la région en destination prisée des sports d'hiver. La famille Fontaine habite une maison modeste rue de la Rayée, dans un quartier résidentiel tranquille à proximité du centre-ville. Marguerite Fontaine, 42 ans en 1987, enseigne l'histoire au collège local. Femme cultivée et méthodique, elle élève ses 2 enfants avec une discipline bienveillante, mais ferme. Henri Fontaine, 44 ans, travaille comme facteur à la poste principale de Gérardmer depuis 20 ans. C'est un homme calme, apprécié de ses collègues et des habitants qui le voient passer chaque jour avec son vélo jaune caractéristique. Le couple s'est marié en 1969, juste après que Henri ait terminé son service militaire. Leur premier enfant, Julien, naît le 3 mars 1973. Leur fille cadette, Céline, voit le jour 4 ans plus tard. Julien Fontaine est un adolescent typique de son époque. Élève moyen mais consciencieux, il préfère les activités en plein air aux longues heures passées sur les livres. Grand pour son âge, il mesure déjà 1,75 m à 14 ans. Ses cheveux châtain foncé tombent souvent sur son front, obligeant sa mère à lui rappeler régulièrement de les couper. Il porte des lunettes rondes à monture métallique pour corriger sa myopie. Passionné de nature, Julien rejoint le mouvement scout à l'âge de 11 ans, encouragé par son professeur de sciences naturelles. Il y trouve une seconde famille, des amis partageant son goût pour la randonnée, le camping et l'exploration. Son ami le plus proche, Arnaud Belmont, habite 3 rues plus loin. Les 2 garçons sont inséparables depuis l'école primaire. L'été 1987 marque un tournant dans la vie de Julien. Il doit entrer en 3e à la rentrée de septembre. Ses parents lui ont offert un vélo de course pour ses 14 ans, symbole de son passage vers l'âge adulte. Il passe ses journées à explorer les environs avec Arnaud, découvrant de nouveaux sentiers dans les montagnes, pêchant dans les ruisseaux qui dévalent des hauteurs.
Le camp scout de juillet représente le sommet de son été. Organisé par le groupe scout local, dirigé par Loïc Garnier, instituteur de 38 ans et chef scout depuis 15 ans, le camp rassemble 23 adolescents âgés de 12 à 16 ans. Le site choisi se trouve sur un terrain appartenant à la commune, en bordure de la forêt domaniale, à environ 15 km au nord-est de Gérardmer. L'endroit offre un équilibre parfait entre sécurité et aventure, suffisamment isolé pour donner aux jeunes l'impression d'être en pleine nature sauvage, mais accessible par un chemin forestier carrossable en cas d'urgence. Le camp débute le 15 juillet. Les scouts montent leur tente sur une clairière herbeuse entourée de hauts sapins. Un ruisseau coule à 50 mètres du campement, fournissant de l'eau fraîche qui sera bouillie pour la consommation. Loïc Garnier et ses 3 assistants, 2 jeunes adultes de 20 ans et une femme de 25 ans, tous anciens scouts du même groupe, supervisent l'installation. Les journées suivent un rythme établi. Réveil à 7 heures, petit déjeuner collectif, activités matinales variant entre randonnée, initiation à l'orientation, cours de premiers secours et travaux manuels. L'après-midi est consacré à des jeux collectifs, des activités sportives ou du temps libre. Le soir, après le dîner, le groupe se réunit autour du feu de camp pour chanter, écouter des histoires ou participer à des jeux nocturnes. Julien s'épanouit complètement durant ses 3 premiers jours de camp. Il partage sa tente avec Arnaud et Fabien Leclerc, un garçon de 13 ans, originaire d'Épinal, venu pour la première fois. Julien prend naturellement Fabien sous son aile, lui montrant les techniques de nœud, l'aidant à s'orienter avec une boussole. Le soir du 17 juillet, autour du feu, Loïc Garnier annonce le grand jeu nocturne prévu pour le lendemain. Une course d'orientation par équipe de 3, avec des balises à trouver dans un périmètre de 2 km autour du camp. L'équipe gagnante recevra un privilège, choisir le menu du dernier soir et être dispensée de corvées de vaisselle. Les adolescents s'enthousiasment immédiatement. Julien, Arnaud et Fabien forment naturellement une équipe. Le 18 juillet 1987 commence comme une journée ordinaire au camp. Le ciel est dégagé, le soleil chauffe agréablement sans être accablant. Les températures atteignent 23 degrés dans l'après-midi. Les scouts passent la matinée à préparer leurs équipements pour le jeu nocturne. Vérification des lampes torches, étude des cartes topographiques de la zone, révision des techniques d'orientation. Loïc Garnier insiste sur les règles de sécurité. Chaque équipe doit rester groupée, ne jamais s'aventurer au-delà des limites marquées sur la carte et revenir au camp avant minuit sous peine de disqualification. Des sifflets sont distribués pour signaler toute urgence. L'après-midi, Julien aide à préparer le dîner. Il épluche des pommes de terre, assis sur un tronc d'arbre couché, discutant avec d'autres scouts des stratégies pour gagner le jeu. Son enthousiasme est palpable. Marguerite Fontaine, interrogée des années plus tard, se souviendra d'avoir appelé le camp depuis une cabine téléphonique ce jour-là, vers 16 heures. Elle a parlé brièvement avec Julien. Il lui a dit que tout allait merveilleusement bien, qu'il adorait le camp, qu'elle ne devait pas s'inquiéter. C'était la dernière fois qu'elle entendait sa voix. Le dîner est servi à 19h30. Soupe de légumes, saucisses grillées, pain, fromage. Les scouts mangent avec appétit, l'excitation montant à mesure que la nuit approche. Le soleil se couche derrière les crêtes montagneuses vers 21h. Le ciel passe du bleu éclatant à l'orange profond, puis au violet sombre. Les premières étoiles apparaissent. À 22h, l'obscurité est totale sous la canopée forestière. Loïc Garnier rassemble tous les participants. Il distribue les cartes avec les positions approximatives des 6 balises. Chaque balise contient un morceau de papier avec un code que les équipes doivent rapporter pour prouver leur passage. Les équipes partiront à intervalles de 10 minutes pour éviter qu'elles ne se suivent simplement les unes les autres. L'équipe de Julien, Arnaud et Fabien part en 4e position, à 22h30 précisément. Ils s'enfoncent dans la forêt, leurs lampes torches traçant des faisceaux jaunes entre les troncs noirs des sapins. Arnaud tient la carte et la boussole. Julien éclaire devant eux.
Fabien reste légèrement en retrait, un peu nerveux dans cette obscurité épaisse. Les bruits de la forêt nocturne les entourent. Craquements de branches, froissements de feuilles, ululements lointains de chouettes. Ils localisent leur première balise après 15 minutes de marche, accrochée à un arbre marqué d'une bande de peinture rouge. Arnaud copie le code. Alpha 7. Ils poursuivent vers la deuxième balise, située selon la carte près d'un gros rocher à environ 600 mètres au nord-est. C'est pendant le trajet vers cette deuxième balise que les choses dérapent. Selon les témoignages ultérieurs d'Arnaud et Fabien, recueillis séparément par les gendarmes, ils marchent en file indienne. Arnaud devant avec la carte, Julien au milieu, Fabien fermant la marche. Soudain, vers 23 heures, Julien dit quelque chose comme « Attendez, j'ai entendu un bruit bizarre ». Arnaud et Fabien s'arrêtent, tendent l'oreille. Ils n'entendent rien de particulier. Julien insiste. « Non, écoutez, c'était comme une voix ». Les deux autres garçons haussent les épaules. « Peut-être une autre équipe de scouts », suggère Arnaud. Ils reprennent leur progression. Quelques minutes plus tard, Arnaud consulte la carte à la lumière de sa lampe. Quand il relève la tête, Julien n'est plus là. Fabien non plus ne l'a pas vu partir. Ils appellent « Julien, Julien !» Pas de réponse. Ils balaient les environs avec leurs lampes. Rien. L'inquiétude monte rapidement. Arnaud décide qu'ils doivent immédiatement retourner au camp pour alerter les adultes. À 23h20, Arnaud et Fabien font irruption dans le campement, essoufflés, visiblement paniqués. Loïc Garnier comprend instantanément la gravité de la situation. Il arrête le jeu, rappelle toutes les équipes déjà parties avec un sifflet d'urgence. 3 coups longs. En moins de 20 minutes, tous les scouts sont revenus, sauf Julien. Garnier organise immédiatement une recherche. Il divise les assistants et les scouts les plus âgés en groupes de recherche, leur donne des secteurs à couvrir. Lui-même part avec Arnaud et 2 autres adultes pour retourner à l'endroit exact où Julien a disparu. Ils appellent son nom sans arrêt, leur voix résonnant entre les arbres. Ils fouillent méthodiquement chaque mètre carré dans un rayon de plusieurs centaines de mètres autour du point de disparition. Rien. À 12h30, Loïc Garnier prend la décision de contacter les autorités. Un des assistants court jusqu'à la route la plus proche, à 3 kilomètres, où se trouve une cabine téléphonique. Il appelle la gendarmerie de Gérardmer. À 1h15 du matin, le 19 juillet, les premiers gendarmes arrivent sur place. Le brigadier-chef Marcel Dufour, 49 ans, 25 ans de service, prend la direction des opérations. Il interroge brièvement Arnaud et Fabien, obtient une description précise de Julien et les dernières circonstances de sa disparition. Il contacte immédiatement sa hiérarchie pour demander des renforts. À 3 heures du matin, 20 gendarmes supplémentaires arrivent, accompagnés d'une équipe cynophile avec 2 chiens policiers spécialisés dans la recherche de personnes. Au lever du jour, le 19 juillet, plus de 50 personnes participent aux recherches. Les parents de Julien, réveillés à 2 heures du matin par un gendarme venu frapper à leur porte, arrivent au camp à 6h30. Marguerite Fontaine est blanche comme un linge, tremblante, incapable de prononcer un mot cohérent. Henri tient sa femme par les épaules, tentant lui-même de garder contenance. Le brigadier-chef Dufour leur explique la situation avec toute la délicatesse possible. Il les assure que tout est mis en œuvre pour retrouver leur fils. Les chiens ont flairé un vêtement de Julien et ont suivi une piste pendant environ 400 mètres vers l'ouest, puis l'ont perdu près d'un petit cours d'eau. Les recherches se concentrent désormais sur cette zone. Les jours suivants deviennent un cauchemar éveillé pour la famille Fontaine et toute la communauté de Gérardmer. L'information se répand rapidement. Dès le 20 juillet, des dizaines de volontaires rejoignent les recherches. Des enseignants, des commerçants, des retraités, même des touristes en vacances dans la région offrent leur aide. On forme des chaînes humaines pour fouiller systématiquement la forêt. Des hélicoptères de la gendarmerie survolent la zone, cherchant des signes de mouvement ou des indices depuis les airs. Les pompiers inspectent chaque grotte, chaque ravin, chaque zone difficile d'accès. On vide partiellement un petit étang situé à 2 kilomètres au sud, pensant que Julien aurait pu tomber dans l'eau. Rien.
L'enquête officielle est confiée à l'inspecteur Laurent Vasseur, de la police judiciaire d'Épinal, 36 ans, réputé pour sa minutie et son sang-froid. Il arrive sur place le 20 juillet et établit son quartier général dans la mairie de Gérardmer. Vasseur interroge longuement tous les scouts présents au camp, tous les adultes encadrants, cherchant le moindre détail qui aurait pu échapper. Il fait analyser les vêtements de Julien restés dans sa tente, espérant y trouver des fibres ou des traces qui pourraient indiquer quelque chose. Il examine les cartes topographiques, calcule les distances, les temps de marche. Il reconstitue la chronologie minute par minute de cette soirée du 18 juillet. Selon tous les témoignages, rien ne laissait présager quoi que ce soit d'anormal. Julien était heureux, détendu, enthousiaste, aucun conflit avec personne, aucun comportement inhabituel. Une hypothèse émerge rapidement. Julien se serait perdu, aurait paniqué, se serait enfoncé plus profondément dans la forêt en cherchant son chemin. Il aurait pu faire une chute, se blesser, perdre connaissance dans un endroit isolé. Mais cette théorie ne satisfait personne complètement. Les recherches ont été si exhaustives que les chances qu'un corps n'ait pas été trouvé semblent infimes. Une autre possibilité, plus sombre, est évoquée à voix basse. Enlèvement. Mais par qui? Comment? La forêt était remplie de scouts cette nuit-là, parcourus dans tous les sens. Comment quelqu'un aurait-il pu enlever un adolescent sans être vu ni entendu? Après 3 semaines de recherches intensives, le 27 juillet 1987, les opérations officielles sont officiellement suspendues. L'inspecteur Vasseur explique aux parents Fontaine que toutes les pistes ont été explorées, que toutes les zones accessibles ont été fouillées. L'enquête reste ouverte, bien sûr, mais sans nouveaux éléments. Il n'y a plus rien à faire sur le terrain. Marguerite s'effondre en sanglots. Henri, le visage de pierre, remercie poliment les gendarmes pour leurs efforts. La famille rentre chez elle, dans cette maison de la rue de la Rayée, qui ne sera plus jamais la même. Les mois qui suivent la disparition de Julien transforment profondément la famille Fontaine. Marguerite prend un congé de son poste d'enseignante. Elle passe ses journées dans la chambre de Julien, assise sur le lit, tenant les vêtements de son fils. Incapable d'accepter qu'il ne reviendra peut-être jamais, elle maigrit de 15 kilos en 2 mois. Son médecin lui prescrit des anxiolytiques qu'elle prend mécaniquement, sans que cela n'apaise réellement sa douleur. Henri continue à travailler, parcourant ses tournées de facteurs comme un automate. Ses collègues remarquent qu'il ne sourit plus jamais, qu'il évite les conversations, qu'il semble porter un poids invisible sur ses épaules. Le soir, il reste des heures dans le garage, bricolant sans but réel, évitant le regard de sa femme, incapable de partager son chagrin. Céline, la sœur cadette, alors âgée de 10 ans, développe des troubles du sommeil et des crises d'angoisse. Elle fait des cauchemars récurrents où elle voit son frère l'appeler dans la forêt. À l'école, ses résultats chutent brutalement. Elle, qui était une élève brillante et sociable, devient renfermée, anxieuse, refusant de participer aux sorties scolaires. Elle refuse catégoriquement toute activité en forêt. La simple vue des arbres la met dans un état de panique. Un psychologue pour enfants suit son cas pendant plusieurs années. Gérardmer elle-même porte les cicatrices de cette disparition. Le groupe scout local se dissout à la fin de l'été 1987. Loïc Garnier démissionne de son poste de chef scout, rongé par la culpabilité. Il déménage à Nancy 6 mois plus tard, incapable de supporter les regards accusateurs de certains habitants. Pourtant, l'enquête n'a jamais mis en cause sa responsabilité. Il avait suivi tous les protocoles de sécurité, pris toutes les précautions raisonnables. Mais pour un homme qui avait consacré 15 ans de sa vie à encadrer des jeunes qui n'avaient jamais eu le moindre incident, cette tragédie est insupportable. Dans les mois qui suivent, plusieurs parents retirent leurs enfants des activités de plein air organisées dans la région. Une certaine méfiance s'installe envers la forêt, jusqu'alors considérée comme un terrain de jeu relativement sûr. Arnaud Belmont, le meilleur ami de Julien, est probablement l'adolescent le plus affecté après la famille elle-même. Il se reproche de ne pas avoir remarqué plus tôt la disparition de Julien. Il ressasse sans cesse cette soirée, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose différemment.
Il développe une aversion totale pour la nature et les activités en extérieur. Lui qui adorait la randonnée refuse désormais de mettre les pieds en forêt. Ses parents envisagent même un déménagement quand ils constatent à quel point leur fils sombre. Avec le temps, Arnaud finit par consulter un thérapeute qui l'aide à gérer sa culpabilité. Il termine ses études secondaires, choisit des études de comptabilité à Strasbourg, s'éloigne de Gérardmer et de ses souvenirs douloureux. L'inspecteur Vasseur ne classe jamais vraiment l'affaire dans un coin de son esprit. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition, il ressort le dossier, relit les témoignages, examine les photos, cherche quelque chose qui lui aurait échappé. Il prend sa retraite en 2003, mais continue à s'intéresser au cas Fontaine. Il garde un contact sporadique avec Henri et Marguerite, leur téléphonant à chaque fois qu'une piste possible émerge. Des corps retrouvés en forêt qui pourraient correspondre, des témoignages tardifs de gens prétendant avoir vu quelque chose. Chaque fois, l'espoir renaît brièvement, puis s'éteint. Aucun corps n'est celui de Julien. Aucun témoignage ne mène nulle part. Au fil des années, différentes théories circulent dans la région. Certains pensent que Julien a été victime d'un prédateur, un rôdeur qui se trouvait dans la forêt cette nuit-là. D'autres imaginent qu'il s'est perdu, a survécu quelques jours, puis est mort d'hypothermie ou de déshydratation dans un endroit inaccessible. Une théorie plus optimiste, entretenue surtout par Marguerite, qui refuse d'abandonner tout espoir, suggère que Julien souffrait peut-être d'amnésie, qu'il a erré loin de la région, qu'il vit quelque part sans savoir qui il est. Cette idée, aussi improbable soit-elle, est la seule qui permet à Marguerite de continuer à respirer. En 1990, 3 ans après la disparition, la famille Fontaine organise une cérémonie commémorative au bord du lac de Gérardmer. Environ 200 personnes assistent à cet hommage. Le curé de la paroisse locale prononce quelques mots sur l'espoir et la foi. Marguerite lit un poème qu'elle a écrit pour son fils. Henri reste silencieux, les yeux rouges, serrant la main de Céline, maintenant âgée de 13 ans. Des ballons blancs sont lâchés dans le ciel d'été. C'est un moment de recueillement collectif, mais aussi un moyen pour la communauté de tourner symboliquement la page. Beaucoup pensent que Julien ne sera jamais retrouvé. Les années passent. 1995, 2000, 2005. La vie continue, implacable. Henri prend sa retraite de la poste en 2004. Marguerite a repris son enseignement en 1989, trouvant dans le travail une forme de thérapie, même si la douleur ne diminue jamais vraiment. Céline termine ses études, devient infirmière, se marie en 2006 avec un homme originaire de Colmar. Elle donne naissance à un fils en 2007 qu'elle prénomme Julien, en mémoire de son frère disparu. Ce choix bouleverse Marguerite qui pleure pendant toute la cérémonie de baptême. La chambre de Julien reste intacte dans la maison de la rue de la Rayée. Ses posters au mur, ses livres sur l'étagère, son sac de couchage roulé dans un coin. Marguerite refuse catégoriquement qu'on y touche. C'est devenu un sanctuaire, un espace figé dans le temps, juillet 1987, éternellement présent. Henri n'entre presque jamais dans cette pièce, c'est trop douloureux. À chaque anniversaire de Julien, le 3 mars, Marguerite dépose des fleurs fraîches sur son bureau, un rituel silencieux qui marque le passage des années sans lui. En 2008, 21 ans après la disparition, l'inspecteur Vasseur, maintenant retraité et âgé de 57 ans, téléphone à Henri Fontaine. Il a lu dans un journal spécialisé qu'une nouvelle technique d'analyse ADN permettait d'identifier des corps, même très dégradés. Il suggère que peut-être, si jamais des restes sont trouvés un jour, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses. Henri le remercie poliment, raccroche et pleure pour la première fois depuis des années. Cette conversation ravive des blessures qu'il croyait, sinon guéries, au moins cicatrisées. Cette nuit-là, il ne dort pas, ressassant les mêmes questions qui l'obsèdent depuis plus de 2 décennies. Où es-tu, Julien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Personne, à ce moment-là, ne sait qu'une réponse approche. Que dans quelques mois, un fil se dénouera, menant vers une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Juin 2009.
La région de Gérardmer connaît un boom touristique sans précédent. Les autorités locales investissent massivement dans l'amélioration des infrastructures pour accueillir davantage de visiteurs. Un projet d'élargissement et de balisage de plusieurs sentiers de randonnée est lancé. L'objectif est de rendre les montagnes plus accessibles aux familles et aux randonneurs occasionnels, tout en préservant le caractère sauvage des lieux. L'entreprise de travaux publics, Marchand & Fils, basée à Épinal, remporte le contrat. Les travaux commencent début juin. Le 11 juin 2009, une équipe de 4 ouvriers travaille sur le sentier du Haut des Blanches, un chemin de randonnée situé à environ 8 km au nord-ouest du site de l'ancien camp scout de 1987. C'est une zone peu fréquentée, relativement escarpée, couverte d'une forêt dense de conifères. Le sentier existant, à peine visible par endroits, doit être élargi à 1,50 m de large et stabilisé avec un revêtement de copeaux de bois compactés. Les ouvriers utilisent une petite pelleteuse pour niveler le terrain, retirer les pierres, déraciner les souches qui encombrent le passage. Vers 11 h du matin, un des ouvriers, Christophe Aubert, 34 ans, conduit la pelleteuse le long du tracé prévu. Il creuse une tranchée peu profonde pour stabiliser le futur chemin. Soudain, le godet de la machine arrache quelque chose dans la terre. Christophe stoppe immédiatement l'engin en voyant un morceau de tissu accroché aux dents métalliques. Il descend de la cabine, s'approche. C'est un foulard, ou plus précisément un foulard scout, reconnaissable à ses couleurs caractéristiques et à son nœud particulier. Le tissu est sale, taché de terre, mais étonnamment bien conservé. Christophe appelle ses collègues. Ils examinent l'objet, perplexes. L'un d'eux, plus âgé, originaire de Gérardmer, fronce les sourcils. Il se souvient vaguement d'une histoire d'enfant disparu lors d'un camp scout il y a très longtemps. Les ouvriers marquent l'endroit exact où le foulard a été trouvé et descendent immédiatement en ville pour signaler leur découverte à la gendarmerie. À 13 h, le brigadier-chef Thomas Renard, qui a remplacé Marcel Dufour parti à la retraite, se rend sur les lieux avec 2 gendarmes. Ils photographient le site, délimitent un périmètre de sécurité avec du ruban jaune et noir. Le foulard, soigneusement placé dans un sac plastique scellé, est envoyé au laboratoire de la police scientifique à Nancy pour analyse. Renard, qui connaît l'affaire Fontaine, tous les gendarmes de la région la connaissent, c'est devenu une légende locale, le grand mystère non résolu, sent son cœur s'accélérer. Il consulte immédiatement les archives de 1987. Le soir même, il rend visite à Henri et Marguerite Fontaine. Le couple, maintenant âgé respectivement de 66 et 64 ans, vit toujours dans la même maison rue de la Rayée. Henri ouvre la porte, voit l'uniforme du gendarme et son visage se vide de toute couleur. Marguerite apparaît derrière lui, une main sur la bouche. Le brigadier-chef Renard les rassure immédiatement. Il n'y a pas de corps, mais quelque chose a été trouvé qui pourrait être lié à Julien. Il leur explique la découverte du foulard. Marguerite s'effondre sur le canapé, en larmes. Henri demande à voir l'objet. Renard lui montre des photos prises sur place. Marguerite se lève, disparaît dans la maison, revient quelques minutes plus tard avec une vieille photographie de Julien en uniforme scout, prise quelques semaines avant le camp de 1987. Sur la photo, on distingue clairement son foulard noué autour du cou. Henri pointe du doigt un détail sur le tissu, les initiales JF brodées en rouge dans un coin. Sa mère les avait cousues pour éviter les confusions avec les foulards des autres scouts. 3 jours plus tard, le 14 juin, le laboratoire de Nancy confirme. Le foulard porte effectivement les initiales JF, brodées de manière artisanale, avec du fil rouge. L'analyse du tissu, malgré 22 ans passés dans la terre, permet de récupérer des traces d'ADN. Des échantillons de Marguerite et Henri sont prélevés pour comparaison. Les résultats tombent le 19 juin. Correspondance positive. Le foulard appartenait bien à Julien Fontaine. Cette découverte relance immédiatement l'enquête. Le capitaine Éric Lemoine, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Épinal, décide de rouvrir officiellement le dossier.
Il contacte Laurent Vasseur, l'ancien inspecteur maintenant retraité, pour bénéficier de son expertise. Vasseur, âgé de 58 ans, accepte immédiatement de participer à titre de consultant bénévole. Il est ému aux larmes quand Lemoine l'appelle. Après 22 ans, il n'avait jamais vraiment abandonné l'espoir de comprendre ce qui était arrivé à Julien. Une nouvelle équipe de recherche est formée. Le 15 juin, des gendarmes, accompagnés de chiens et de techniciens en identification criminelle, fouillent minutieusement la zone autour du lieu de découverte du foulard. Ils utilisent des détecteurs de métaux, des sondes thermiques, des radars à pénétration de sol. À 50 mètres du sentier, légèrement en contrebas, caché par une végétation dense, ils découvrent une vieille cabane de chasse. La structure, construite en rondins de bois, mesure environ 4 mètres sur 3. Le toit de tôle ondulé est partiellement effondré. Les fenêtres, si elles ont jamais existé, ont disparu depuis longtemps. La porte, faite de planches mal équarries, pend sur un seul gond rouillé. L'intérieur de la cabane est sombre, humide, envahi par les mousses et les fougères. Un ancien poêle à bois rouillé trône dans un coin. Quelques étagères branlantes s'accrochent encore au mur. Le sol est recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, de détritus naturels, de crottes d'animaux. Les techniciens fouillent systématiquement chaque centimètre carré. Sous les feuilles, près du mur du fond, ils trouvent des ossements. Petits, fragiles. Un spécialiste confirme rapidement qu'ils appartiennent à un animal, probablement un renard ou un blaireau mort naturellement. Mais ils trouvent aussi autre chose, une chaussure. Une basket Adidas bleu et blanc, taille 39, en état de décomposition avancée mais reconnaissable. Les gendarmes prennent immédiatement des photos, placent la chaussure dans un sac à indices scellé. Vasseur examine les anciennes photos de Julien. Sur plusieurs clichés, l'adolescent porte exactement ce modèle de chaussures. Des Adidas bleues et blanches, un modèle populaire à la fin des années 80. Marguerite, interrogée, confirme que Julien portait ses chaussures le jour de son départ pour le camp. La taille correspond également. L'analyse ADN de résidus organiques trouvés à l'intérieur de la chaussure confirmera plus tard qu'elle appartenait à Julien Fontaine. Mais il n'y a pas de corps, aucun os humain, aucun reste, seulement le foulard enterré près du sentier et une chaussure dans une cabane abandonnée. Les recherches s'intensifient dans un rayon d'1 kilomètre autour de la cabane. Des plongeurs explorent les ruisseaux et les petits étangs de la zone. Des spéléologues inspectent les grottes et failles rocheuses. Des équipes canines parcourent inlassablement la forêt. Pendant 2 semaines, près de 100 personnes participent aux recherches. Mais ils ne trouvent rien d'autre. L'absence de corps pose une question terrible. Qu'est-il arrivé à Julien Fontaine après qu'il ait perdu son foulard et sa chaussure dans cette zone? Et surtout, pourquoi était-il là, à 8 kilomètres du site où il a disparu, dans un endroit qui n'avait absolument aucun rapport avec le jeu nocturne? Le 26 juin 2009, le capitaine Lemoine convoque une réunion d'enquête au poste de gendarmerie d'Épinal. Sont présents Laurent Vasseur, plusieurs gendarmes de la brigade de Gérard Maire, des techniciens de la police scientifique et un géographe spécialisé dans la topographie des Vosges. L'objectif est de comprendre comment Julien a pu se retrouver à cet endroit précis, la cabane du Haut des Blanches, située à 8 kilomètres en ligne droite du camp scout de 1987. Le géographe Alain Mercier, 52 ans, professeur à l'université de Nancy, déploie une carte topographique détaillée de la région. Il trace au crayon le périmètre de recherches originales de 1987. La zone de la cabane se trouve bien au-delà de ce périmètre. Mercier explique que le terrain entre les 2 points est extrêmement accidenté. Et plusieurs ravins profonds, des pentes abruptes, des zones marécageuses. Pour un adulte expérimenté en pleine journée, la traversée prendrait 3 à 4 heures. Pour un adolescent de 14 ans, de nuit, sans équipement approprié, perdu et probablement paniqué, c'est presque impossible. Vasseur pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que quelqu'un a transporté Julien jusqu'à cette cabane? Le silence qui suit est pesant. Cette hypothèse change radicalement la nature de l'enquête.
Si Julien n'est pas arrivé là par ses propres moyens, cela signifie qu'il y a eu intervention d'une tierce personne, enlèvement, séquestration peut-être. Et dans ce cas, que lui est-il arrivé ensuite? Les gendarmes commencent à enquêter sur l'historique de la cabane. Ils découvrent qu'elle appartenait autrefois à un club de chasse local dissous, au début des années 80. Plusieurs membres de ce club sont identifiés et interrogés. La plupart sont maintenant âgés, certains sont décédés. Tous affirment qu'ils n'utilisaient plus cette cabane depuis au moins 1982 ou 83, la jugeant trop vétuste et dangereuse. Les registres cadastraux indiquent que le terrain appartient maintenant à la commune de Gérardmer, qu'il a racheté en 1985 dans le cadre d'un programme de préservation de la forêt domaniale. Un nom revient plusieurs fois dans les témoignages des anciens chasseurs, Gérard Valentin. Cet homme, aujourd'hui âgé de 73 ans, était le gardien forestier de ce secteur dans les années 80. Installé depuis 1995 dans une maison de retraite à Épinal suite à un accident vasculaire cérébral qui l'a partiellement paralysé, Valentin connaissait chaque sentier, chaque clairière, chaque cabane de cette forêt. Le capitaine Lemoine et Vasseur lui rendent visite le 29 juin. Valentin est un vieil homme au visage ravagé par la maladie, mais son regard reste vif. Quand les enquêteurs mentionnent la cabane du Haut des Blanches, ses yeux s'écarquillent légèrement. Il se souvient. Il dit qu'effectivement, il passait régulièrement près de cette cabane lors de ses tournées. Lemoine lui montre une photo de Julien, prise en 1987. « Avez-vous déjà vu ce garçon ?» Valentin observe longuement la photo. Sa main droite, celle qui fonctionne encore, tremble légèrement. Il secoue la tête. Non, il ne l'a jamais vu. Mais ensuite, il ajoute quelque chose de troublant. Il dit qu'à l'été 1987, il avait remarqué des signes d'activité autour de cette cabane. Des branches cassées récemment, des traces de feu dans le vieux poêle, des emballages de nourriture. Il pensait que c'étaient des randonneurs ou des jeunes qui campaient sauvagement. Ça arrivait parfois, même si c'était interdit. Vasseur sent son pouls s'accélérer. « Avez-vous vu quelqu'un » Valentin hésite. Oui, une fois, fin juillet ou début août 1987, il a aperçu un homme sortir de la cabane. L'homme l'a vu aussi et s'est rapidement éloigné entre les arbres. Valentin n'a pas cherché à le suivre ou à l'interpeller. Ce n'était pas vraiment son rôle de chasser les gens et l'homme ne semblait rien faire de mal. Pouvez-vous décrire cet homme ? Valentin fronce les sourcils, faisant appel à des souvenirs vieux de 22 ans. Il était de taille moyenne, peut-être 1,75 m, cheveux foncés. Il portait une veste sombre. Âge difficile à dire, peut-être 35 ou 40 ans. Valentin ne pourrait pas le reconnaître aujourd'hui, c'était trop loin, trop bref. Cette information relance l'enquête dans une nouvelle direction. Un homme utilisait cette cabane à l'été 1987, au moment même de la disparition de Julien. Coïncidence ? Impossible. Les gendarmes entreprennent de dresser une liste de toutes les personnes qui vivaient ou séjournaient dans la région à cette époque et qui correspondaient au signalement vague de Valentin. C'est un travail titanesque. Gérardmer et ses environs accueillaient des centaines de touristes chaque été. Comment identifier une personne d'après une description aussi imprécise, 22 ans plus tard ? Parallèlement, les techniciens de la police scientifique continuent à analyser la cabane. Ils prélèvent des échantillons de terre, grattent les murs à la recherche de traces biologiques, examinent chaque objet trouvé sur place. Dans un coin, sous une pile de vieilles bûches pourries, ils découvrent un morceau de corde. Une corde en nylon d'environ 2 mètres de long, coupée aux 2 extrémités. Les fibres sont analysées. On y trouve des traces microscopiques de sang humain. L'ADN est trop dégradé pour une identification certaine, mais les marqueurs génétiques partiellement récupérables sont compatibles avec le profil génétique de Julien Fontaine. Cette découverte glaciale confirme les pires soupçons. Julien a été dans cette cabane. Il a saigné. La corde suggère qu'il a peut-être été attaché. Les enquêteurs sont maintenant convaincus qu'ils sont face à une affaire criminelle. Julien Fontaine n'a pas simplement disparu. Il a été enlevé, séquestré et probablement tué. Mais par qui ?
Le 3 juillet 2009, le capitaine Lemoine organise une conférence de presse. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire. Le mystère du scout disparu refait surface après 22 ans. Les journaux télévisés diffusent des images de la cabane, du foulard retrouvé, des photos de Julien adolescent. Un numéro vert est mis en place pour recueillir les témoignages. Dans les jours qui suivent, des dizaines d'appels affluent. La plupart sont inutiles. Des gens prétendant avoir vu Julien vivant à l'autre bout de la France. Des théories farfelues, des voyants proposant leurs services. Mais un appel, reçu le 7 juillet, retient l'attention. Une femme, Sylvie Arnaud, 49 ans, habitant Épinal, raconte qu'en août 1987, elle faisait de la randonnée avec son mari dans les Vosges. Ils avaient campé sauvagement près d'un petit lac, pas très loin du secteur du Haut des Blanches. Une nuit, vers 3 heures du matin, elle avait été réveillée par des bruits, des voix. Elle avait entrouvert la tente et vu, au loin, à peut-être 100 mètres, la lumière d'une lampe torche qui bougeait entre les arbres. Elle avait entendu quelqu'un crier, pas très fort, plutôt comme un appel étouffé, puis plus rien. Le lendemain matin, elle avait mentionné l'incident à son mari, qui lui avait dit qu'elle avait probablement rêvé ou entendu des animaux. Elle n'y avait plus pensé. Mais maintenant, en voyant les reportages sur Julien Fontaine, elle se demande si ce qu'elle a entendu cette nuit-là n'était pas lié. Vasseur et Lemoine rencontrent Sylvie Arnaud. Elle leur montre sur une carte l'endroit approximatif où elle campait en août 1987. C'est à moins de 3 kilomètres de la cabane. La chronologie est cohérente. Mais ce témoignage, bien que troublant, n'apporte pas de preuves concrètes. Il confirme simplement qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans cette zone à cette période. Le 8 juillet, les enquêteurs décident de réinterroger toutes les personnes liées au camp scout de 1987. Loïc Garnier, l'ancien chef scout, est contacté à Nancy. Il accepte de revenir à Épinal pour un nouvel entretien. Il arrive le 10 juillet accompagné de son avocat, nerveux. Lemoine et Vasseur l'interrogent pendant 3 heures. Garnier répète exactement ce qu'il avait déclaré 22 ans plus tôt. Il n'a rien à cacher, insiste-t-il. Il était au camp toute la nuit, entouré d'une vingtaine de témoins. Il n'a jamais mis les pieds près de cette cabane du Haut des Blanches. Les enquêteurs le croient. Garnier n'est pas un suspect crédible. Arnaud Belmont, le meilleur ami de Julien, est également réinterrogé. Il vit maintenant à Strasbourg, travaille comme comptable, est marié, a 2 enfants. Quand les gendarmes le contactent, il accepte immédiatement de coopérer. Il revient à Épinal le 12 juillet. L'entretien est émotionnel. Arnaud pleure en revoyant les photos de Julien, en reparlant de cette nuit terrible. Il confirme son témoignage original dans les moindres détails. Il ne comprend pas comment Julien a pu se retrouver à 8 kilomètres du camp. Il répète ce qu'il a dit à l'époque. Julien a juste disparu, comme évaporé. Une seconde, il était là. La seconde d'après, il avait disparu. Les enquêteurs interrogent également Fabien Leclerc, le 3e garçon du groupe cette nuit-là. Fabien, maintenant âgé de 35 ans, vit à Lyon où il travaille comme ingénieur informatique. Il prend le train pour Épinal le 15 juillet. Son témoignage est identique à celui d'Arnaud. Il se souvient que Julien avait dit avoir entendu un bruit bizarre, une voix peut-être juste avant de disparaître. Les enquêteurs s'accrochent à ce détail. Une voix. Quelqu'un appelait-il Julien? Quelqu'un l'attirait-il délibérément loin de ses amis? Une théorie commence à se dessiner. Et si quelqu'un avait délibérément attiré Julien loin du groupe cette nuit-là, quelqu'un qui connaissait la forêt, qui savait où se trouvait la cabane isolée, qui avait préparé son coup? Mais qui et pourquoi? Le 18 juillet 2009, exactement 22 ans jour pour jour après la disparition de Julien Fontaine, une nouvelle piste émerge de manière totalement inattendue. Un homme se présente spontanément à la gendarmerie de Gérardmer. Il s'appelle Mathieu Legrand, 47 ans. Menuisier de son métier, habitant Remiremont, une commune située à 25 km au sud de Gérardmer. Il demande à parler aux enquêteurs responsables de l'affaire Fontaine. Le brigadier de service, surpris, le fait patienter et contacte immédiatement le capitaine Lemoine. Lemoine et Vasseur arrivent à Gérardmer en moins d'1 heure. Ils installent Mathieu Legrand dans une salle d'interrogatoire.
L'homme est grand, solidement bâti, le visage marqué par la fatigue et quelque chose d'autre. La peur, peut-être, ou la culpabilité. Ses mains tremblent légèrement. Il refuse un café, demande juste un verre d'eau, puis il commence à parler. En juillet 1987, Mathieu avait 25 ans. Il travaillait déjà comme menuisier, employé dans une petite entreprise familiale. Il vivait seul dans un studio à Remiremont. Mathieu explique qu'il avait un problème à l'époque, un problème dont il a terriblement honte. Il utilisait de la drogue. Pas grand-chose, insiste-t-il, juste du hashish de temps en temps et occasionnellement de la cocaïne quand il avait de l'argent. Son fournisseur était un homme prénommé Bernard, dont il ne connaissait pas le nom de famille. Bernard avait environ 40 ans, vivait quelque part du côté de Gérardmer et se servait de la forêt pour ses transactions. Le 18 juillet 1987, Mathieu avait rendez-vous avec Bernard pour acheter de la drogue. Le lieu de rencontre était inhabituel. Une vieille cabane de chasse dans la montagne. Bernard lui avait donné des indications précises pour la trouver. Mathieu était arrivé vers 23 heures, garant sa voiture sur un chemin forestier et marchant le reste du trajet. Quand il était arrivé près de la cabane, il avait vu de la lumière à l'intérieur, une lampe à pétrole ou quelque chose comme ça. Il était entré. Bernard était là, mais il n'était pas seul. Ici, Mathieu marque une pause, boit une gorgée d'eau, inspire profondément. Ses mains tremblent plus fort. Il y avait un garçon dans la cabane, un adolescent. Il était assis par terre, dans un coin, les mains attachées devant lui avec une corde. Il avait un chiffon dans la bouche, comme un bâillon. Ses yeux étaient immenses, terrorisés. Il pleurait sans faire de bruit. Mathieu se souvient avoir pensé immédiatement que ce garçon portait un uniforme scout, ou du moins des vêtements qui y ressemblaient. Vasseur se penche en avant, le cœur battant. « Qu'avez-vous fait » Mathieu baisse les yeux. Il dit qu'il a paniqué. Il a demandé à Bernard ce qui se passait. Bernard lui a dit de se taire, de ne pas s'occuper de ça, de prendre sa drogue et de partir. Mathieu avoue, la voix brisée, qu'il a obéi. Il a pris ce qu'il était venu chercher, a payé et est parti. Il a abandonné ce garçon là-bas. Il n'a rien fait. Il n'a prévenu personne. Le moine demande « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Mathieu pleure maintenant, ouvertement. Il dit qu'il avait peur. Peur d'être impliqué, peur d'être arrêté pour consommation de drogue, peur de Bernard qui était, il le savait, un homme dangereux. Il s'est convaincu que le garçon serait relâché, que ce n'était qu'un malentendu, que ce n'était pas ses affaires. Dans les jours suivants, quand l'histoire du scout disparu a fait les gros titres, Mathieu a compris. Il a compris qu'il aurait pu sauver ce garçon. Mais il était trop tard. Il ne pouvait plus rien dire sans s'accuser lui-même. Alors il s'est tu, pendant 22 ans. Vasseur, malgré son dégoût pour la lâcheté de cet homme, reste professionnel. Pourquoi parlez-vous maintenant ? Mathieu explique qu'il ne dort plus depuis qu'il a vu les reportages sur la découverte du foulard. Chaque nuit, il revoit les yeux terrorisés de ce garçon. Il ne peut plus vivre avec ça. Il sait qu'il sera probablement poursuivi pour non-assistance à personne en danger, mais il s'en fiche. Il veut que la famille sache la vérité. Les enquêteurs demandent à Mathieu de décrire Bernard le plus précisément possible. Taille moyenne, environ 1,70 m, cheveux noirs grisonnants. Barbe de quelques jours, yeux sombres, accent local, fort, musclé. Portait toujours des vêtements de travail, des pantalons de toile et des vestes épaisses. Conduisait un vieux camion Peugeot beige. Mathieu ne l'a jamais revu après cette nuit. Il a arrêté la drogue quelques mois plus tard, terrifié par ce qu'il avait vu. Les enquêteurs lancent immédiatement une recherche dans leur base de données. Le signalement est vague, mais combiné aux autres éléments, drogue, Gérardmer, 1987, connaissance de la forêt, ils obtiennent une liste de suspects potentiels. Un nom sort du lot, Bernard Fauvel. Né en 1947, donc 40 ans en 1987. Domicilié à Gérardmer. Condamné en 1983 pour trafic de stupéfiants, peine de prison de 18 mois. Libéré en 1985. Signalement correspondant, camion Peugeot beige enregistré à son nom en 1986. Le 20 juillet 2009,
Les gendarmes se rendent au dernier domicile connu de Bernard Fauvel, une petite maison isolée à la sortie de Gérardmer. Ils frappent à la porte. Pas de réponse. Les voisins interrogés disent que Fauvel est mort en 2002, d'un cancer du foie. Il vivait seul, n'avait pas de famille proche. La maison a été rachetée par la commune et louée à un jeune couple depuis 2004. Fauvel est mort, il ne pourra jamais être jugé, mais les enquêteurs ne lâchent pas. Ils fouillent les archives judiciaires, contactent d'anciens collègues de Fauvel, des gens qui le connaissaient. Un portrait émerge. Homme violent, consommateur d'alcool, plusieurs démêlés avec la justice pour violence et trafic divers. En 1987, il vivait de petits boulots et de trafic de drogue. Il connaissait parfaitement la forêt des Vosges, y ayant travaillé comme bûcheron dans sa jeunesse. Un ancien voisin de Fauvel, interrogé le 22 juillet, se souvient d'un détail troublant. Il dit qu'à la fin de l'été 1987, Fauvel était parti quelques semaines. Quand il était revenu, vers septembre, il semblait nerveux, stressé. Il buvait encore plus que d'habitude. Le voisin avait remarqué que le camion de Fauvel avait disparu. Fauvel prétendait l'avoir vendu. Mais le voisin se souvient avoir trouvé ça bizarre, parce que ce camion était le seul moyen de transport de Fauvel. Les gendarmes lancent une recherche sur le camion Peugeot beige. Les registres montrent qu'il n'a jamais été officiellement revendu ou mis à la casse. Il a simplement disparu des radars administratifs en 1987. Une hypothèse se forme. Et si Fauvel avait utilisé ce camion pour transporter le corps de Julien quelque part, puis s'en était débarrassé pour effacer les preuves? Le 24 juillet 2009, Vasseur a une intuition. Il propose de fouiller les environs immédiats de l'ancienne maison de Fauvel. La propriété comportait un grand terrain à l'arrière, envahi par la végétation, jamais vraiment entretenu. Une équipe avec des chiens cadavères et du matériel de détection est déployée. Pendant 2 jours, ils fouillent chaque mètre carré. Et le 26 juillet, à 15h30, un des chiens signale quelque chose au fond du terrain, près d'un bosquet de noisetiers. Les techniciens creusent prudemment. À 80 cm de profondeur, ils trouvent des ossements humains. Un squelette presque complet, recroquevillé, enfoui sans cercueil, sans protection. Les vêtements ont largement disparu, mais des lambeaux de tissu subsistent. Les ossements sont soigneusement extraits, emballés, envoyés au laboratoire médico-légal. L'analyse anthropologique confirme rapidement qu'il s'agit d'un squelette masculin, adolescent, âgé de 14 à 16 ans au moment du décès. La taille, la morphologie correspondent à Julien Fontaine. Le 3 août 2009, les résultats ADN tombent. Correspondance positive avec Marguerite et Henri Fontaine. C'est Julien. Après 22 ans, Julien est retrouvé. L'examen des ossements révèle la cause du décès, traumatisme crânien massif. L'arrière du crâne présente une fracture importante, compatible avec un coup violent porté avec un objet contondant, peut-être une pierre ou une barre de métal. La mort a dû être presque instantanée. Le 5 août 2009, le capitaine Lemoine et Laurent Vasseur se rendent rue de la Rayée pour annoncer aux parents Fontaine que leur fils a été retrouvé. C'est la conversation la plus difficile de la carrière de Lemoine. Marguerite et Henri les reçoivent dans leur salon, celui-là même où ils ont attendu des nouvelles pendant 22 ans. Lemoine parle doucement, avec autant de délicatesse que possible. Julien a été retrouvé, il est mort. Il a été tué la nuit de sa disparition ou peu après. Son corps était enterré dans le jardin de l'homme qui l'a enlevé. Cet homme est mort depuis 7 ans, il ne sera jamais jugé. Marguerite s'effondre. Henri la prend dans ses bras, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Leur fils est mort. Ils le savaient probablement au fond d'eux depuis des années, mais l'espoir, même infime, était ce qui les maintenait debout. Maintenant, il n'y a plus d'espoir, seulement la terrible certitude. Et pourtant, paradoxalement, il y a aussi un étrange soulagement. Ils savent. Après 22 ans de questions sans réponse, ils savent enfin ce qui est arrivé à Julien. Les jours suivants, les enquêteurs reconstituent les événements du 18 juillet 1987 avec une précision aussi grande que possible. Voici ce qui s'est probablement passé.
Bernard Fauvel se trouvait dans la forêt cette nuit-là, peut-être pour préparer une transaction de drogue, peut-être simplement parce qu'il utilisait la cabane abandonnée comme refuge occasionnel. Il a entendu les scouts lors de leur jeu nocturne. Il a vu Julien, séparé de ses amis. Peut-être a-t-il appelé le garçon, prétextant avoir besoin d'aide, attirant Julien loin de ses compagnons. Ou peut-être a-t-il simplement saisi une opportunité. Voyant un adolescent seul, vulnérable, Fauvel a emmené Julien à la cabane, probablement en le menaçant ou en le maîtrisant physiquement. Les motivations exactes de Fauvel restent obscures. Peut-être avait-il des intentions sexuelles, peut-être était-il simplement sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue et a agi de manière impulsive. Julien a été attaché, bâillonné, gardé dans cette cabane pendant quelques heures. C'est là que Mathieu Legrand l'a vu vers 23 heures. Après le départ de Mathieu, quelque chose s'est passé. Peut-être Julien a-t-il tenté de s'échapper, peut-être a-t-il crié, attirant l'attention de Fauvel. Fauvel l'a frappé violemment à la tête, probablement dans un accès de panique ou de rage. Le coup a tué Julien instantanément. Fauvel s'est retrouvé avec un cadavre sur les bras. Il a paniqué, il a transporté le corps dans son camion, l'a ramené chez lui en pleine nuit, l'a enterré dans son jardin. Il s'est débarrassé de quelques effets personnels de Julien dans la forêt. Le foulard enterré près du sentier, la chaussure laissée dans la cabane. Peut-être espérait-il que le corps ne serait jamais retrouvé, que l'affaire serait classée comme une disparition inexpliquée. Pendant des années, son pari a fonctionné. Bernard Fauvel a vécu avec ce secret jusqu'à sa mort en 2002. Personne ne saura jamais s'il a éprouvé des remords. Mathieu Legrand a vécu avec sa culpabilité pendant 22 ans avant de finalement parler. Il sera poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Son procès aura lieu en 2010. Il sera condamné à 18 mois de prison avec sursis, reconnaissant sa responsabilité morale dans la mort de Julien. Le 15 août 2009, Julien Fontaine est enterré au cimetière de Gérardmer lors d'une cérémonie à laquelle assistent plusieurs centaines de personnes. Marguerite et Henri, entourés de leur fille Céline et de leur petit-fils prénommé Julien, disent un dernier adieu au fils qu'ils ont cherché pendant 22 ans. Arnaud Belmont est présent, pleurant ouvertement, serrant dans sa main une photo de lui et Julien prise quelques semaines avant le camp fatal. Loïc Garnier, l'ancien chef scout, est également là, le visage ravagé par la tristesse et la culpabilité, même s'il n'avait aucune responsabilité dans ce drame. Dans les semaines qui suivent, des questions émergent dans la communauté. Comment un homme comme Fauvel, avec un casier judiciaire, a-t-il pu agir en toute impunité? Pourquoi les recherches de 1987 n'ont-elles pas inclus la zone de la cabane? La réponse est douloureuse mais simple. La forêt était vaste, les moyens limités, et personne ne pouvait imaginer qu'un adolescent puisse se retrouver aussi loin du point de disparition. Le hasard, le mauvais hasard, a joué un rôle cruel. Laurent Vasseur, maintenant âgé de 58 ans, range définitivement le dossier Fontaine en septembre 2009. Pour lui, c'est à la fois une victoire et une défaite. Une victoire parce que la vérité a finalement été découverte, parce que la famille a pu faire son deuil. Une défaite parce qu'il a fallu 22 ans, parce que le coupable n'a jamais été jugé, parce qu'un jeune homme prometteur est mort d'une manière stupide et cruelle. Marguerite Fontaine transforme la chambre de Julien en petit sanctuaire. Elle y place les photos, les souvenirs, les objets retrouvés. Elle y vient souvent, s'assoit, parle à son fils disparu. Elle écrit un livre en 2010, racontant l'histoire de Julien, publié par une petite maison d'édition locale. Le livre s'intitule « 22 ans d'attente ». Les bénéfices sont reversés à une association d'aide aux familles de personnes disparues. Henri Fontaine survit à peine 5 ans après la découverte du corps de son fils. Il meurt en janvier 2014, officiellement d'une crise cardiaque, mais tous ceux qui le connaissaient savent que c'est le chagrin qui l'a tué. Marguerite lui survit jusqu'en 2018. Elle meurt paisiblement dans son sommeil, à l'âge de 73 ans. Elle est enterrée à côté de Julien et de Henri dans le cimetière de Gérardmer.
Arnaud Belmont porte cette histoire toute sa vie. Il parle parfois de Julien à ses enfants, leur raconte quel garçon extraordinaire c'était, combien il aimait la nature et l'aventure. Il s'assure que la mémoire de son ami ne s'éteigne jamais. Chaque année, le 18 juillet, il se rend sur la tombe de Julien et y dépose des fleurs. La cabane du Haut des Blanches a été détruite par les autorités en 2010. Le sentier a été détourné pour éviter l'endroit. Un petit monument commémoratif a été érigé à proximité, une simple pierre avec une plaque de bronze. À la mémoire de Julien Fontaine, 1973-1987, disparu dans ces montagnes, jamais oublié. Cette affaire nous montre la fragilité de l'existence et comment une seule nuit peut briser irrémédiablement des vies entières. Elle révèle aussi qu'aucun secret, même gardé pendant 22 ans, ne reste éternellement enfoui. La vérité finit toujours par émerger, parfois trop tard pour la justice, mais jamais trop tard pour apporter un début de paix aux familles. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous deviné ce qui était arrivé à Julien? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécierait ce genre de récit.